Comme jamais l'a indiqué, effectivement, les travaux de Martin Aurèle sur la question du lignage et des stratégies matrimoniales. Alors, je propose d'y revenir, mais sur un autre espace, qui est celui du Bas-Poitou, sur lequel j'ai travaillé il y a quelques temps maintenant, plus que quelques temps. Et je suis parti donc de deux phrases que j'ai extraites donc des ouvrages de Martin Aurèle. Donc, notamment, oui, celle-ci, donc tout semble se dérouler comme si, par le biais du mariage, les groupes sociaux de facture récente faisaient circuler leur fortune vers la vieille noblesse, en échange d'un époux de haute extraction qui leur permette de monter dans la hiérarchie aristocratique. Puis un autre extrait, le seul facteur pour comprendre la décadence du statut de la femme semble bien être le passage d'un premier système matrimonial où les femmes de haute extraction se marient et des parvenus, à un autre où des aristocrates épousent des filles d'un rang social inférieur au leur. Donc c'était un article donc issu de la revue du Moyen-Âge, la détérioration du statut de la femme aristocratique en Provence. C'est vrai que Martin Aurèle avait saisi quand même, à une époque où la généalogie s'inscrivait quand même dans une tradition assez classique, toute l'importance des stratégies matrimoniales, après également les colloques de Georges Duby, entre autres. Alors c'est vrai qu'en Poitou, lorsqu'on parle des femmes, des épouses, des aristocrates, il y a bien sûr une figure qui s'impose, Martin Aurèle l'avait vu, bien évidemment, c'est Aliénor d'Aquitaine. Il fait l'objet de multiples travaux, de multiples recherches. Mais qu'en est-il finalement pour les autres? Les autres femmes aristocrates qui sont évoquées, alors beaucoup moins, et notamment donc en Bas-Poitou. Est-ce que finalement on retrouve des points communs dans ces choix matrimoniaux, dans cette organisation, ou est-ce qu'il y a quand même des différences majeures? C'est ce que je me propose un petit peu d'étudier pour cet espace qui est celui donc du Bas-Poitou, vous voyez, à la périphérie vraiment de plusieurs grands ensembles. Et notamment cette particularité, c'est-à-dire c'est une région qui a été envahie par les Normands et qui a fait l'objet d'une reconquête par Guillaume le Chauve et ses compagnons à la demande du comte et qui s'est installé principalement dans le Tarn-Monet. Et donc une aristocratie qui cherche à s'installer dans un espace à reconstruire, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé donc dans le monde en Angleterre avec la reconquête de Guillaume le Grand et donc de Guillaume le Conquérant. Et donc comment voir un petit peu cette mise en place? En effet, donc une organisation qui est loin des statiques, qui va évoluer, traversée par plusieurs tensions. D'un côté, la volonté de protéger un héritage familial, qui va protéger le lien, qui va privilégier ce lien agnatique, qui va éviter les partages, mais de l'autre, la nécessité de conclure des alliances matrimoniales pour accroître le prestige, mais qui pose le problème de la constitution des douaires et donc d'une partie du patrimoine qui va passer donc à une autre famille. Donc, voir un petit peu comment ça se met en place, quels sont les choix, des choix qui vont varier un petit peu en fonction de l'ancienneté, en fonction des stratégies. Et donc, voir plusieurs aspects. Donc, d'abord, l'installation de ces familles, voir la question finalement de ces échanges fonciers. Et puis, une particularité finalement par rapport à ce qu'avait noté Martin Aurèle, on pense tous à Marie de Montpellier et puis à son existence difficile, c'est qu'on voit quand même apparaître en Poitou, au XIIIe siècle, plutôt des veuves qui sont riches, parce qu'il y a une mortalité masculine qui est très forte, et qui s'imposent véritablement à la fois dans la diplomatique, qui rédige beaucoup d'actes, et qui semble, et on va justement réfléchir sur cette notion de sembler, bénéficier d'une certaine liberté. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire cette liberté par rapport aux familles? Comment est-ce qu'elles peuvent s'imposer, se faire reconnaître? Donc, vous voyez, ces trois donc, aspects. Alors, premier point, donc, finalement, donc, sur l'origine de ces lignages de Poitevin. Donc, une installation parce qu'on a des familles étrangères qui viennent essentiellement de la Gâtine, qui viennent du centre du Poitou, et qui, avec Guillaume le Chauve, donc, s'installent dans le Talmondais et qui doivent véritablement s'installer dans un espace où ils sont étrangers. Et donc, les mariages vont jouer un rôle important dans cette installation.
Mais le problème, c'est que ces mariages, finalement, apparaissent très peu dans les écrits. Il faut vraiment les chercher de manière très indirecte. Parce qu'il y a une volonté manifeste des clercs, des moines, de les oublier. C'est-à-dire de faire une sorte de table rase de l'aristocratie précédente, celle qui était là avant, nécessairement, qui était présente au 9e, 10e siècle, pour simplement faire commencer l'occupation avec la nouvelle, celle qui arrive avec Guillaume le Chauve. Nouvelle aristocratie qui fonde des établissements ou qui refonde des établissements monastiques, et des clercs qui font commencer leur cartulaire, qui, dans la sélection des actes qui sont propres à toute organisation diplomatique, élimine un certain nombre d'éléments pour faire véritablement de ces nouveaux aristocrates les fondateurs, comme s'il n'y avait rien eu avant. Sauf quand même qu'on évoque par moments cette ancienne aristocratie, que ce soit par des noms qui apparaissent sans avoir forcément de lien avec les noms de ces nouveaux aristocrates, entre guillemets. Donc, ils montrent bien qu'ils étaient présents et qu'ils ont noué des alliances, même si celles-ci restent particulièrement discrètes. Alors, deuxièmement, quels sont les choix qui ont pu être établis? Donc, des choix qui ont privilégié mariage de type hypergamie, comme l'avait très bien montré Martin Aurèle, c'est-à-dire donc se marier avec une épouse d'une noblesse supérieure à la sienne, et c'est ce qui constitue finalement un tremplin au niveau du pouvoir particulièrement important. Alors un exemple bien connu, c'est pour les vicomtes de Thouars. Les vicomtes de Thouars donc ont développé un système de succession qui s'appelle le viage, c'est-à-dire fin Xe siècle. C'est-à-dire que la succession ne se fait pas de père en fils, mais se fait de frère aîné au frère cadet. On peut voir ici, vous voyez, Savary II, Emery II, avant de repasser au fils aîné du premier. Et on voit ici, vous voyez, un décalage qui se pose, qui pose aussi au niveau du nom en lui-même, de noms qui sont identiques. Parce que, vous voyez, Emery V, vous voyez, normalement, Herbert II, ça passe à Geoffroy III, et ça doit revenir au fils d'Herbert II. Mais c'est Emery V qui est choisi, parce qu'Emery V s'est marié avec la fille du duc d'Aquitaine. Donc, un mariage particulièrement prestigieux, bien qui fait qu'il devient en quelque sorte, de facto, le nouveau vicomte, avant que, après sa mort, donc ça revienne de manière légitime au fils de Herbert II. Donc, une promotion qui est liée donc à un mariage qu'on va retrouver également chez ces seigneurs du Talmont, justement. Guillaume le Chauve, probablement une petite noblesse, peut-être, ou simplement des chevaliers. Ce qui est intéressant pour revenir sur les propos de Martin Aurèle, de Stéphane Bassulier, c'est qu'on a parmi ses compagnons de Guillaume le Chauve des chevaliers qui sont dits non noblesse, in noblesse, ce qui est particulièrement rare. Donc, il se marie avec une épouse de la famille des Châtelains de Parthenay, qui sont une famille particulièrement importante en Poitou. Et ce qui lui permet donc de s'installer, d'obtenir la reconnaissance. Et d'ailleurs, le pouvoir va passer ensuite par les femmes. Vous voyez, à la mort de Pépin, comme le jaune Pépin, c'est Astine qui va transmettre le pouvoir à son mari, donc Cadnon. Donc, des mariages hypergamiques qui sont à l'origine. Il y a d'autres exemples, et puis je vous dis, il y a ce flou volontaire qui permet d'en cacher un certain nombre. C'est aussi donc un acteur puissant de renforcement des liens de fidélité. Installation de ces grandes familles, et puis dans l'entourage, on a des plus petites lignées, parfois même des chevaliers, qui vont nouer des alliances qui sont compliquées, parce qu'il y a les interdits liés à la réforme grégorienne. On ne peut pas épouser quelqu'un dans son entourage, mais c'est un entourage qui est bien large quand même, en théorie. En pratique, il y a quand même très peu de mariages qui sont annulés pour ces petites familles. Soit parce qu'on ne le dit pas, soit parce que l'Église ferme les yeux, peut-être les deux également. Mais en tous les cas, on voit les choix, ce sont des choix locaux. On ne va pas chercher des épouses par Mont et par Vaux, on reste local. Et puis, on n'hésite pas donc à confier des filles à des petits seigneurs de l'entourage, ce qui permet de fortifier les alliances, de fortifier donc les liens de fidélité.
Vous voyez, pour cette famille de Hagarnach, un seigneur important quand même, vous voyez, confie leur fille à un petit seigneur, seigneur du Touvois, c'est à quelques kilomètres de Hagarnach. Bon. Même chose pour les châtelains de Curzon, là aussi, vous voyez, Angers de Curzon, donc deux de ses filles qui se marient avec, vraiment, on a pu identifier une maison forte pour Savary Forgenarius, pour un autre est bon. Donc là aussi, très près, il s'agit de renforcer donc les liens. Et puis des chevaliers qui vont épouser donc des filles de châtelains, certains Guillaume Hermanger, quasiment inconnus, avec la dame d'Auzay, donc un petit Nia Châtelain, une Primauve avec Agnès, qui est la fille du seigneur de Velluire, ou Guillaume de Saint-Paul avec la nièce de Maurice de Pouzauges. Donc vous voyez tout un réseau local qui se renforce et qui permet donc, de manière efficace, de renforcer ces liens. Alors, qui dit mariage, dit nécessairement échange foncier. La fameuse, donc, douaire, dot, qui sont bien connus. Aucun mariage ne peut se faire, donc, sans dot ou sans douaire, qui sont connus généralement par les sources diplomatiques, avec beaucoup de problèmes. Par exemple, le vocabulaire en lui-même, parce que les biens apportés par la famille de l'épouse, ce qu'on appelle la dot, souvent c'est le terme matrimonium qui est utilisé, mais on peut avoir aussi d'autres termes. De même, les biens qui sont apportés par le mari à son épouse, le douaire, souvent dotalitium, mais pas toujours. Et puis parfois donc une mobilisation de la parenté pour soutenir, pour renforcer ce lien, justement ces vassaux, ce qu'on appelle le maritagium, mais ce n'est pas non plus toujours ce terme qui est utilisé. Et puis là aussi, il y a des questions par rapport entre la théorie et la pratique. Cette idée que la femme dispose complètement du douaire accordé par son mari, ce n'est pas toujours le cas, on va le voir. De même que la dot apportée par les parents de la mariée et qui doivent revenir à l'époux qui en a la pleine jouissance, ce n'est pas toujours le cas non plus, il y a un certain contrôle également de la belle famille. Et puis en Poitou, donc, on a deux sources intéressantes qui permettent d'échapper un petit peu à cette homogénéisation des sources diplomatiques. Deux sources littéraires, une bien connue, la Conventio Agonis, évidemment, et puis une autre qui est la chronique du moine Pierre de Mazet, sur laquelle je reviendrai plus. Conventio Agonis, pourquoi? Parce que, bon, alors, est-ce que c'est une notice, est-ce que c'est une chanson de geste, je ne sais pas trop, mais en tous les cas, elle s'articule véritablement autour de la question de mariage. Le mariage entre Luc de Lusignan et la vicomtesse de Thouars, avec un gros pactole à côté qui serait donc l'héritage Bosson-Châtellerault, et puis le comte qui essaie de bloquer parce que ça représenterait un pouvoir et une puissance trop importante. Et puis la chronique de Pierre de Maizet, qui nous permet donc d'intégrer, on va le voir, indirectement le couple, avec ses heures, ses malheurs, et puis ses conséquences au niveau des échanges. Alors justement, revenons sur ce douaire tout d'abord. Ce douaire donc présenté comme la source de l'indépendance des épouses au sein du couple et dont la disparition aurait entraîné, Martin Aurèle a beaucoup développé ce point, une dépendance marquée de plus en plus des épouses vis-à-vis de sa belle famille, ce que Marc Bloch aussi avait évoqué, parler des femmes à demi dans la belle famille, etc. Alors ici, on voit un petit peu à quoi correspond ce douaire lorsqu'on a les renseignements. Et il n'y en a finalement pas tant que ça. Là aussi, une certaine confrontation entre la théorie, ce que vont fixer les coutumiers, des coutumiers qui parlent de un tiers, un quart du patrimoine du mari, considérable, mais pas tant que ça finalement. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire un tiers ou un quart? Parce que toutes les terres ne se valent pas, toutes n'ont pas la même importance stratégique, etc. Bon. D'abord, en ce qui concerne la disponibilité, est-ce qu'elles en ont vraiment la pleine disponibilité? On a un exemple avec Aldéarde. Aldéarde, c'est l'épouse du vicomte de Thouars-Herbert, donc une famille très puissante, et qui va être à l'origine de la fondation, ça existait avant, mais
donner l'importance de l'abbaye d'Hervaux, c'est une quinzaine de kilomètres de Thouars, ou Saint-Jean-de-Bonneval des Thouars. Bon. Donc, elle le fait donc à partir de son douaire, une fondation traditionnelle, classique, mais on s'aperçoit quand même que lorsque celle-ci va se remarier, deuxième mariage avec le comte d'Angoulême, elle ne s'intéresse plus à Hervaux. Non pas parce que ça n'intéresse plus, mais parce que c'est la belle famille, c'est-à-dire la famille des vicomtes de Thouars, qui intervient toujours. Et c'est elle qui intervient notamment pour imposer la régularisation canoniale de ces chanoines. Deuxième chose, là, on verra donc pour la comtesse Emma également, où le comte va reprendre son douaire, mais je vais développer ça plus en détail. Bon. Deuxième chose, la localisation. Où se trouvent ces douaires? Eh bien, on voit très bien qu'il ne s'agit pas de terres qui sont au cœur des possessions foncières. Elles sont, dans les exemples que j'ai pu trouver, toujours bien éloignées. La comtesse Emma, c'est Maizet. Maizet, on est très loin de Poitiers. À l'époque, c'est des marais, des forêts, donc il n'y a pas grand-chose. Agnès de Pons, qui était l'épouse de Savary-Thouars, il s'agit également de broussailles de bois qui se trouvent à Chavagne-en-Parais, c'est-à-dire à 70 km de Thouars, en Bas-Poitou. Donc très loin. Très difficile à contrôler, même au niveau des rentes, ça ne devait pas donner grand-chose. Et puis également, progressivement, au niveau de la nature, bon, il s'agit pour les premières, donc, effectivement, de biens fonciers, de terres, mais assez rapidement, on voit qu'il s'agit surtout de rentes. Par exemple, Eustachie, qui est l'épouse de Guillaume d'Apremont, une famille bien installée, il s'agit simplement d'une rente foncière. Bon. Donc, généralement, ce douaire, on voit bien que sont composés de terres qui sont vraiment détachées du patrimoine important, patrimoine central de la famille du mari. Et on observe finalement des terres flottantes, en quelque sorte, qui sont un petit peu destinées à assurer ces échanges. C'est-à-dire qu'on va avoir des sortes de dots qui vont servir pour des douaires ou des douaires qui vont servir pour des dots. C'est-à-dire des terres qui sont vraiment consacrées, qui n'ont pas trop d'importance, qui ne menacent pas véritablement le pouvoir de la famille. C'est le cas, par exemple, pour Agnès de Pons. Eh bien, c'est son douaire. On a un acte particulièrement important là-dessus. Bon, je ne vous l'ai pas mis, mais on peut le remettre publication, qui va servir de dot pour sa fille Alix, par exemple. On a les mêmes domaines qui vont servir pour ça. De même, la dot de Bérénice de Machecoul, on est au nord de la Vendée. Là, c'est moins précis, mais on voit bien que ce sont des domaines qui ont appartenu à sa grand-mère et par rapprochement, c'est toujours hasardeux, vous allez me dire, mais il s'agirait bien quand même de ce qui a pu constituer son douaire. Et puis, la liberté, c'est pas tant que ça non plus. Il y a un contrôle. Alors, un premier contrôle qui se manifeste par l'accord du mari. Donc, elle ne donne pas véritablement. Il y a le mari qui donne son avis, voire son fils. Et puis, tout dépend aussi de ce qu'on veut dire liberté. Est-ce que c'est la liberté de faire vraiment ce qu'on veut ou la liberté d'agir dans le sens de ce que veut l'époux? Et là, on s'aperçoit bien, que les donations qu'ils font correspondent aux abbayes auxquelles ils avaient des liens depuis très longtemps. Comme je vous l'ai dit, donc, vous voyez, pour Hervaux, par exemple. Alors, Et puis, le dernier point pour cela, donc, c'est la question, finalement, de la présence et de la rédaction diplomatique. Ça fait l'objet aussi de nombreuses études. Alors, pour le Poitou, il y en a eu deux précédentes. Donc, tout d'abord, Elisabeth Carpentier, donc, qui s'était appuyée sur les actes anciens, donc, vous voyez, du 7e, les premiers, jusqu'à la fin jusqu'au Xe siècle, et qui avait noté dans son article une forte présence des femmes, 46% des actes, qui avait été relayé par Jean Verdon, donc, sur la femme au Poitou, où il montrait une forte baisse, donc 12% pour les femmes seules. Pour les couples, on baissait aussi. Et puis moi, je l'avais fait pour le Bas-Poitou.
Alors, il faut faire attention quand même, parce qu'effectivement, si on fait une lecture assez simple, il y a un effondrement de l'action des femmes dans dans la présence diplomatique et donc dans la liberté de donner, c'est évident. Alors attention quand même, puisque Isabelle Carpentier avait tout compté, c'est-à-dire à la fois les actrices, les autrices, mais aussi celles qui étaient mentionnées comme témoins. Donc ce qui multipliait considérablement. D'autant plus qu'à partir du XIe, XIIe siècle, les témoins disparaissent, diplomatiques. De même également, au niveau des couples, là aussi, on a tendance plus des hommes seuls, effectivement, mais il y a aussi une certaine tradition diplomatique, c'est-à-dire que les moines, il n'y a pas véritablement de volonté d'innovation, il y a quand même une force de tradition, et la tradition, c'est quand même que le couple donne, même si c'est Marie qui agit. Donc on ajoute souvent les femmes, même si elles n'ont pas vraiment une capacité de décision. Bon. Vous voyez quelques réserves. Ensuite, si on regarde ce tableau, d'ailleurs, effectivement, on note cette baisse, et en pourcentage. En revanche, vous voyez, à partir du XIIIe siècle, c'est là qu'on peut noter, et c'est quand même significatif, une action plus importante des femmes, qui rédigent beaucoup plus d'actes, et ça se manifeste notamment autour de 4, 5 femmes en particulier, des veuves, et qui vont rédiger beaucoup d'actes, qui vont agir et qui semblent bénéficier, on va le voir, d'une certaine liberté. Alors, on peut rentrer, et puis là, on peut voir que finalement, on peut voir donc effectivement que cette liberté a des limites, puisque finalement, il y a toujours une intervention. Finalement, lorsqu'elles font ces actes, il y a toujours une certaine intervention de la famille, donc le mari, les enfants, les frères. Alors, celle-ci baisse, bien sûr, et justement, vous voyez, à partir du XIIIe siècle, on voit quand même une certaine liberté qui se manifeste. Alors, essayons cette fois-ci maintenant d'aller au plus près, en quelque sorte, à travers un exemple. Il faudra essayer de voir ces possibles généralisations. Et cet exemple, eh bien, c'est ce couple bien connu, donc Guillaume Ferrara et Emma de Bois, qui est évoqué par Pierre de Maizet dans la chronique de fondation de cette abbaye. Donc Pierre de Maizet, son objectif, c'est de relater la fondation, un récit de fondation classique, mais la fondation donc est arrêtée par les déboires conjugaux du couple Comtal. Et c'est ce qui l'inquiète, c'est ce qui l'irrite notamment. Alors, la famille en elle-même, vous voyez, c'est Guillaume Ferrara, c'est fils de Guillaume Tête des Toupes et d'Adèle de Normandie, et Emma, c'est la fille de Thibault Tricheur, le comte de Blois et de Liergarde de Vermondon. Donc, mariage isogamique, traditionnel, entre deux grandes familles comtales, avec la naissance de Guillaume le Grand, et qui permet de faire une alliance mais contre les Robertiens, très puissants dans cet espace, et aussi contre le comte d'Anjou. Bon. Jusque-là, tout va bien. Mais voilà, le problème que raconte Pierre de Maizet, c'est le comte Guillaume, donc, trompe son épouse avec la vicomtesse de Thouars, quelque chose d'assez banal finalement dans les familles princières, même dans les familles princières, mais ce qui est beaucoup moins, c'est la réaction de son épouse. Puisqu'elle est mécontente, ça se comprend, mais elle se venge. Et une vengeance assez terrible, puisqu'elle envoie ses gens, les gens qui l'accompagnent, violer, c'est les termes utilisés par Pierre de Maizet, la dite vicomtesse de Thouars. Bon. Ce qui provoque la colère de son mari et l'amène donc quitter le foyer conjugal pour revenir chez ses parents, donc la forteresse de Chinon. Bon. Donc vous voyez une réaction qui est assez différente des pratiques habituelles, puisque avoir un comte qui prend une épouse secondaire, finalement, il n'y a pas de source, c'est assez fréquent finalement. Et là, c'est l'initiative de la comtesse de quitter le domicile conjugal pour rentrer chez elle. Les conséquences immédiates, c'est la reprise du douaire. C'est ce que nous dit Pierre de Maizet. Et qui bloque la construction de la dite abbaye. Douaire qui est confié donc à des proches du comte, qui le dilapide, autrement dit, qui ne donne pas aux moines. Mais en revanche, elle conserve sa dot. C'est-à-dire donc la courtisse de Bourgueil,
là va fonder une autre abbaye par la suite. Donc des conséquences foncières, conséquences politiques aussi, qui permet de voir l'importance finalement de ces mariages. Parce que le lien entre les deux familles se fragilise. Effectivement, si on prend les actes comtaux, entre 977 et 985, il n'y en a qu'un seul qui est rédigé. Il y en a 38 après, une vingtaine avant, mais à ce moment, pendant cette période de rupture, un seul. C'est aussi la période d'expansion du comte d'Anjou, Geoffroy Grise-de-Gonesse. Et c'est aussi cette tentative de mettre la main sur l'Aquitaine avec le mariage de Blanche Adélaïde du fils du roi Lothaire, qui sont couronnés roi et reine d'Aquitaine, mais sans y venir. Donc, que fait le comte? Eh bien, il reconnaît, c'est ce que nous dit Pierre de Maillezais, donc il reconnaît ses erreurs et qui est prêt, donc, il fait des efforts pour faire revenir donc Emma au domicile conjugal. Effort qui se manifeste par la restitution de son douaire. Restitution du douaire et amplification. Et effectivement, il semblerait que dans l'acte qui est conservé à Tours, il y a deux parties dans cet acte. Donc peut-être qu'on aurait le premier qui serait la restitution du douaire et deuxième l'amplification. Il lui rappelle aussi, très intéressant, sa liberté d'action. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Et aussi un petit peu une nouveauté. Effectivement, elle fait appel à des moines, non pas de Poitiers, c'était le cas au point de départ, mais des moines de Tours envoyés par son cousin, l'abbé Gosbert. Et il rajoute aussi la perpétuité, que si jamais il y a une autre brouille, elle pourra quand même garder son douaire. Là aussi, des éléments peuvent être intéressants. Et puis un autre élément aussi, c'est qu'elle va utiliser ce douaire pour des choses personnelles, qui peut sous-entendre que ce n'était pas forcément le cas avant. Et notamment, elle l'utilise pour la fondation de l'abbaye de Bourgueil, puisqu'effectivement, dans une des terres est astreinte à un sens à Saint-Hilaire de Poitiers. Saint-Hilaire de Poitiers, c'est vraiment l'abbaye liée à la famille comtale, le comte est abbé laïque, est abbé laïque. Donc, voilà, vraisemblablement, ça vient du douaire octroyé. En revanche, c'est plus complexe pour cette courtise de Bourgueil qui était issue de sa dot. Là, on pourrait penser que, logiquement, le comte du Poitou a le contrôle de cette dot. Mais ce n'est pas le cas. Parce que là, on a un acte qui précise bien que son frère, puis ensuite donc la veuve de son frère, interviennent pour autoriser la donation de la courtise de Bourgueil à la dite abbaye. Parce que ça venait donc de son père et qu'il y avait un contrôle familial. Donc vous voyez, deux sources bien différentes, des sources diplomatiques, et puis cette source exceptionnelle. On n'a pas 36 sources comme ça, du moins pas pour le Poitou, qui montre quand même une vision assez différente finalement de ces échanges fonciers. Un douaire finalement, une pleine possession du douaire sous limite, une possession de la dot par le mari sous condition également, et puis quand même une relative liberté, alors évidemment tout dépend de la personne en question, de l'épouse. Alors, donc vous voyez, donc se pose évidemment donc une certaine vision. Alors, qu'en tirer finalement de cette relation, finalement?